Alors je vais décliner sur un autre plan la façon dont on peut croiser culture adolescente et psychothérapie en utilisant une référence au 9e art. Alors, si on peut... Pardon. Merci. Alors, le 9e art, notamment les mangas, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment. J'étais moi-même adolescente passionnée de bande dessinée, mais pas de manga. Et le manga, je m'y suis intéressée avec la rencontre de certains adolescents venant en thérapie en apportant leur manga ou en apportant des vidéos animées de manga sur leur smartphone ou encore des récits autour des mangas qu'ils pouvaient lire ou regarder. Les titres mangas qui sont les plus vendus en France sont majoritairement ce qu'on appelle des shonen mangas, c'est-à-dire des mangas pour garçons qui s'adressent à un public des 11-15 ans, grosso modo. Alors on voit par exemple Naruto, Dragon Ball, One Piece qui sont les plus célèbres. Avec leur style narratif assez cinématographique, leur liberté concernant la taille et la forme des cases, leur combinaison, comme ça a été travaillé notamment par Joël Roseman, le manga fait écho en miroir à la créativité et aux modifications corporelles de la puberté. Ici, vous voyez, les héros adolescents se transforment et affrontent des monstres et des démons. On le voit de façon claire dans ce manga Parasite de Iwaki. La transformation pubertaire est figurée, en tout cas c'est comme ça qu'on peut l'interpréter, par la main, Niji, une main incontrôlable, responsable de violences extrêmes et d'agressions, révélatrice des fantasmes et de l'inquiétante étrangeté, qui constitue l'adolescence et à la fois ce qui lui échappe. Par ailleurs, les mangas sont inscrits dans un contexte historico-politique, puisqu'ils sont rattachés à la culture japonaise, et notamment à une culture traversée par une crise économique et politique, notamment depuis la catastrophe d'Hiroshima, crise politique et historique, à l'image de la crise de l'adolescence. La lutte antidépressive contre cette crise, perte inévitable, explique peut-être aussi l'émergence en Occident de la culture du manga, mais plus particulièrement de la culture du kawaii, c'est-à-dire ce qui est mignon, aimable, doux, qui se décline dans la mode, dans divers produits, tels qu'on peut voir les Hello Kitty, Pikachu, Totoro et autres figures kawaii. L'objet geek, qui étymologiquement est associé au fou ou au monstre de foire, donc à une personne qui était plutôt mise au banc de la société, à un inquiétant étranger, se transforme ainsi en tout doux, mignon et rassurant. C'est bon, merci. Les adolescents, pour moi c'est bon, merci. Les adolescents créent souvent leur propre culture et objets culturels. Guillaumin constatait d'ailleurs que ce sont bien souvent les sujets davantage exposés au risque d'échapper à la socialisation qui recourent le plus directement et spontanément à l'exercice en commun de musique rythmique, de danse, à forte participation corporelle, comme le rap, le reggae, le hip-hop, etc. Et je pensais à ça en regardant la vidéo qu'on vient de voir à l'instant avec ces adolescents parisiens. On peut penser également à toutes les créations numériques, des youtubeuses de mode, aux youtubeurs qui font des let's play de jeux vidéo, donc qui racontent les parties qu'ils sont en train de jouer, et autres créations d'images avec les photographies modifiées de Snapchat et ses filtres variés. Ainsi, à l'instar du père de la psychanalyse, fasciné, on l'a repris ce matin, dès l'adolescence par la culture et ses arts, naît à la puberté, comme le souligne Philippe Guton, un besoin mystérieux, énigmatique de création. Se créer à soi-même, créer de nouveaux objets, autour de soi, le tout animé d'un besoin de génie. C'est en effet ce qu'on peut noter à l'œuvre chez Freud, adolescent, à travers la correspondance de jeunesse avec son ami Silberstein, tous deux signant à certains moments de leurs lettres Scipion et Berganza, dans leur correspondance, où ils s'écrivent à ce moment-là dans la langue de Cervantes. Ce rapport à l'obscur, à l'opacité, au secret, s'associe à la passion d'innovation de la langue et du déchiffrement.
L'exemple des onomatopées du manga en est, il me semble, une illustration nette. Le rap, le slam, le hip-hop également. On peut noter avec yeux que plus la littérature est enfantine, ou plus le récit est figuratif, par exemple dans la bande dessinée, à la limite sans légende, plus le fantasme tend à y apparaître de façon crue ou avec une saturation élevée. Et ceci peut peut-être expliquer cette adhésion massive des adolescents à ce type d'œuvres, bande dessinée, manga, au plus près de leur pulsion. L'exploration identitaire inhérente au shonen renvoie à l'adolescence et à sa double problématique potentielle, la question du futur et la question du plaisir, des questionnements qui portent autant sur soi, son propre futur, son propre plaisir, que sur celui de la civilisation. Le manga, qui vient de l'étymologie dessin sans but, au fil de l'idée, peut renvoyer à la libre association de la psychanalyse. Il s'agit d'un objet énigmatique, du fait de la complexité de la forme, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. L'image se passe de texte, en deçà de la représentation de mots, plutôt du côté du sensoriel, de l'éprouvé archaïque de l'onomatopée. Mais pourtant, l'œuvre est souvent riche de sens à décortiquer. Les formes, les couleurs, les dégradés, les variations renvoient au sensoriel, à l'estompage, comme si, face au manga, ça se ressent, ça s'éprouve sensoriellement. Patricia Attigui se demande si la grammaire manga n'est pas une version postmoderne d'une spécificité de la sexualité psychique soumise à une certaine passivation, c'est-à-dire une sorte de support parexcitant qui protégerait ainsi les adolescents, tout en leur faisant éprouver, mais avec un filtre à distance, la crudité du sexuel. En effet, les enjeux pubertaires peuvent se repérer dans les mangas avec une sexualité exhibée des jeunes garçons qui vomissent ou saignent du nez quand ils sont excités, ou encore des angoisses de mort, comme dans l'animé Sword Art Online, qui est travaillé en groupe thérapeutique par un psychologue au Centre Ouest, à Tours. Ce jeune héros, Kirito, dont l'histoire réactualise désir parricide, expérience de finitude et angoisse de castration. Le manga donne forme à l'énigmatique, permettant un investissement épistémophilique, censé déplacer l'investissement libidinal, cherchant un objet adéquat. Ainsi, le médium art donne forme à la question fondamentale de l'espace et du temps, social et adolescent, en la matérialisant dans la page avec des temporalités et des espaces qui se chevauchent et se méconnaissent complètement. Alors aujourd'hui, le manga a une déclinaison physique qui est le cosplay. On peut avancer. Monello compare le cosplay à une nouvelle forme de bouvarisme dans lequel l'adolescent devient la plupart du temps le personnage des mangas japonais qu'il admire, l'enjeu étant alors d'imiter pour être. Le cosplay correspond au fait pour des femmes de se déguiser en personnages de fiction lors de conventions, de festivals ou encore en postant des photos de soi sur internet, sur des forums. Dans le cosplay, une grande partie du plaisir vient de la conception en elle-même, puisque les vêtements, les artifices font partie de cette philosophie du do-it-yourself. On doit créer son propre vêtement, coudre, etc. Le cosplay s'appuie sur les figures du manga qui, nous l'avons vu, tend à désorienter son lecteur, les personnages héroïques étant souvent perdus et soumis à de nombreuses épreuves. Ainsi, dans le cosplay, les adolescents expérimentent une identité qu'ils choisissent, qu'ils endossent et qu'ils explorent. Il ne s'agit pas d'un déguisement d'enfant, car réellement, cosplayer, c'est agir. C'est-à-dire, c'est s'approprier un pan de culture, s'approprier des valeurs, des histoires, des mythes. Le cosplay est une activité éminemment sociale et connectée, du fait des échanges de conseils lors de la construction des vêtements, via les chats ou les tutoriels vidéo. Ainsi, sur Internet, une adolescente témoigne. Ce qui me fait le plus plaisir dans le cosplay, c'est les rencontres en convention, quand les gens viennent te voir pour prendre une photo, ou simplement discuter du personnage ou de n'importe quoi d'autre. On peut percevoir ici comment le cosplay propose un jeu d'images entre réel et imaginaire,
entre narcissisme et identité adolescente, et vestiges infantiles cherchant à se combiner. Alors on peut avancer. Merci. Donc je vais illustrer avec une petite vignette clinique pour montrer comment, au cours d'une thérapie, la prise en compte du cosplay et de ses enjeux, avec tous les éléments dont j'ai pu parler, peut apporter du matériel clinique d'une grande richesse en permettant au sujet adolescent de jouer, de se montrer créatif et libre de se montrer créatif, pour reprendre les propos de Winnicott. Donc je vais vous parler de Lily, que je rencontre à mon cabinet, qui est une adolescente de 12 ans. Ce dont je vais vous parler, ça se passe à l'âge de 12 ans. À ce moment-là, elle est à peine pubère, elle vient de rentrer au collège en 6e, mais c'est une adolescente que j'avais déjà rencontrée de façon intermittente, à peu près depuis qu'elle était rentrée au CP. Régulièrement, elle est revenue consulter, notamment pour des problèmes scolaires depuis le primaire, une difficulté à se mettre au travail et une grande rivalité au sein de la famille vis-à-vis de sa grande sœur, avec une tendance, comme le disent ses parents, à faire tout le temps le bébé. Lily avait l'apparence de garçon manqué, cheveux coupés à la garçonne, jeans ou survêtements, sweat large, t-shirt d'Alien ou de Star Wars. Elle me dit depuis longtemps, ça c'est quelque chose que j'avais entendu déjà de façon répétée depuis l'enfance, qu'elle est attirée par les jeux de garçons. Alors elle m'explique, elle court pendant la création, elle fait du sport de garçons, elle escalade, elle grimpe aux arbres, elle joue au foot. Quand il y a des jeux où on fait une équipe de garçons, une équipe de filles, s'il manque un garçon, elle se propose comme garçon. Elle est tout le temps dans un groupe de garçons qui sont ses amis d'enfance. Ça, jusqu'à la fin du primaire, ça ne pose pas forcément de problème particulier, aux parents un petit peu, mais à elle pas spécialement. Toutefois, en rentrant en 6e, on voit vraiment une rupture, puisque Lily est assez chamboulée, parce qu'elle se voit qualifiée par les autres collégiens de garçons. Et donc ça va modifier les choses pour elle. On parle d'elle pendant les récréations. On dit que ce n'est pas une fille. Par exemple, une autre collégienne l'a interrogée, elle était dans les toilettes des filles, et une collégienne lui a dit « T'as rien à faire là, c'est les toilettes des filles, qu'est-ce que tu fais là ?» Alors Lily, elle est assez ambivalente, puisque à la fois elle est fière de son regard porté sur elle, qui la reconnaît comme un garçon, mais en même temps, elle me dit « Je ne suis pas un garçon », assez rudement, et elle a l'impression qu'on la regarde un peu comme une bête curieuse, avec un côté assez malsain. À ce moment-là, elle m'évoque un film qui s'appelle Tomboy, avec une fillette qui, après un déménagement, du fait un autre garçon arrive dans sa résidence et puis lui dit « Et toi, le garçon, tu viens jouer avec nous ?» Et cette petite fille n'ose pas dénier, et dire que c'est une fille. Et donc elle va se faire passer pour Michael pour être intégrée par ses nouveaux compagnons de jeu. Et Lily m'évoque ce film-là. Elle ne supporte pas la puberté. Elle me dit c'est vraiment horrible. J'ai pas envie de quitter mon corps d'enfant. En élaborant au cours de la thérapie, elle peut dire qu'elle déteste son prénom. Et notamment, elle m'explique Lily ne va pas avec mes habits. Cette question de l'enveloppe vestimentaire et narcissique qu'elle renvoie aux autres et à elle-même se retrouve sur d'autres déclinaisons. En effet, depuis l'été précédent, Lily est fascinée par le cosplay. Et donc, à un moment, là, en 6e, elle prépare avec impatience sa sortie à la Japan Expo locale. Je fais à ce moment-là l'hypothèse que le cosplay est pour elle une façon de jouer adolescente, une fiction qui ressemble à une réalité. Lily m'explique. Je mets des vêtements qu'on ne peut pas en vrai, des déguisements de panda ou de Naruto. Lily agit ce jeu de déguisement presque quotidiennement. Elle se fait par exemple un tatouage sur le bras, une fée de Fairy Tales. Elle se noircit aussi la boule qui se fait au poignet et elle rajoute un signe de Naruto et un éclair. Ou encore en déployant ce jeu d'apparence et en se maquillant comme dans les films gore, en venant en consultation avec une main explosée et des doigts manquants, comme elle le dit. Tout ceci dans l'illusion d'un jeu partagé,
dans lequel personne n'est dupe. Je la laisse raconter ses déguisements variés et ses cosplays, et les mettre en scène dans les séances, tant par la narration de ses expériences que par ses agissements sensoriels et corporels. Elle réalise également à plusieurs reprises le dessin de son personnage de cosplay issu de Naruto. Vous avez là. Quand elle me parle de Naruto, je sens prendre quelques rêveries et fantasmes de sexualité. Ces fantaisies se retrouvent quand elle me montre l'animé qu'elle regarde aussi, Kuroko no Basket, et qu'elle me sollicite pour savoir si moi aussi je trouve que ces garçons sont trop beaux. On peut entendre une stratégie par le cosplay et la transformation éphémère de sa peau, de son corps et de son apparence. Il s'agit de s'essayer à être un autre, d'agir pour être, d'incarner l'autre et d'y croire un instant. Le fait que l'on puisse incarner un personnage qui nous plaît, être un autre le temps d'un moment, il y a un plaisir très personnel, c'est de pouvoir incarner un personnage masculin alors que je suis une fille sans être jugée. Voilà ce que dit Lily. Ainsi, elle joue à faire semblant d'être le temps d'un instant un autre personnage qu'elle admire via le déguisement, les postures et le langage. Dans le cosplay, elle prend plaisir à la perte de soi, à s'oublier pour rentrer en empathie avec son personnage et l'univers proposé. Le cosplay devient ici un objet transitionnel pour accéder à une ère intermédiaire d'expérience où peut s'inaugurer sa relation avec le monde. Le rêve potentiel se matérialise. Et je fais ici l'hypothèse que chez Lily, ce jeu d'identité au pluriel vient faire écho à un impossible renoncement à la bisexualité potentielle, comme une façon légitime de ne pas renoncer, comme une mise en latence de la question de la sexualité et du choix sexué pubertaire. Il s'agit de revêtir une troisième identité, de fiction, de jeu, on a parlé de l'importance du jeu ce matin, évitant de s'identifier clairement au masculin ou au féminin, et allant chercher dans une autre culture une référence identitaire. Le cosplay permettrait peut-être d'agir hors du regard parental, adulte et social, dans un ailleurs supportable qui s'édifie à travers le jeu et sa fiction. Il permettrait de jouer et d'éprouver sa sexualité, ou à l'inverse de trouver à la contenir et de différer le choix sexué dans un jeu qui se prête à la répétition ou à la compulsion, jusqu'à son abandon dû à l'épuisement du plaisir. C'est cette possibilité d'air transitionnel, à partir du matériel, du manga et du cosplay, qui a donné une direction à la psychothérapie au moment de l'entrée dans l'adolescence, pour permettre à Lily d'avancer dans l'affirmation d'elle-même et de sa place, de son identité subjective. La prise en compte de son investissement du manga et du cosplay, mais aussi les spécificités de ces objets culturels du 9e art, m'ont apporté un matériel clinique très riche, en me laissant traverser par ses intérêts adolescents. Ceci a rendu possible un tout autre travail que celui de l'infantile, alors que la problématique latente était bien évidemment présente auparavant. Là, par le biais du cosplay et du déguisement, la question du corps et de la sexualité a pu être posée en continuant à utiliser la modalité défensive que Lily avait trouvée sans la réduire à néant. Je vous remercie.